Bonjour tout le monde, bienvenue au 5e vidéo du bloc 4. On est encore dans le chapitre 9, on vient parler de moments cinétiques. Donc en fait, dans les notes de cours, on n'est pas encore rendu au moment cinétique, on aurait dû être à la section 9.3, qui vient parler de collision élastique en une dimension. C'est des cas particuliers où on peut simplifier certaines choses. C'est intéressant à voir normalement. Cette année, j'ai préféré pas prendre le risque de devoir escamoter du chapitre 11 pour des cas particuliers. Donc on va sauter par-dessus. Parce que je considère que la matière qu'on voit dans le chapitre 11 est plus importante, plus générale que les cas particuliers qu'on a ici. Par contre, la dernière page du chapitre 9, elle est super intéressante. C'est sincèrement la partie que je suis le plus déçue de ne pas pouvoir vous montrer en personne au cégep parce qu'on a des démonstrations vraiment intéressantes à faire avec du matériel au laboratoire. Pour compenser, je me tourne vers mon fidèle ami YouTube. Mais avant ça, je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce que le moment cinétique. Donc, le moment cinétique, c'est l'équivalent en rotation de la quantité de mouvement. Donc, c'est aussi une quantité qui va être conservée. Comme la quantité vectorielle qui est la quantité de mouvement, elle va garder une information sur la direction du mouvement, ça va être la direction de la rotation, on en parle un petit peu plus tard. Et c'est encore là un des principes très généraux de l'univers. Il faut que qu'est-ce qui se passe respecte la conservation du moment cinétique, comme ça doit respecter la conservation de la quantité de mouvement. Donc, mathématiquement, on décrit le moment cinétique par MVR. Vous pouvez voir que ça ressemble à la quantité de mouvement. On a MV ici. Et vous allez voir dans le chapitre 11 que c'est assez fréquent que les quantités en rotation finissent par être l'équivalent linéaire, mais multiplié par R, qui va être la distance par rapport à l'axe de rotation. Donc, quand on parle de la conservation de la quantité de mouvement, ça veut dire que si je prends juste un objet, je ne suis pas en train de parler de collision ici, juste pour un seul objet qui est en train de tourner, ces valeurs-là, la multiplication de ces valeurs-là doit finir par rester la même. On va supposer que si c'est juste un objet, la masse n'est pas vraiment en train de changer. Donc, on va avoir une naissance entre la vitesse et la distance par rapport à l'axe de rotation. Donc, si la masse se rapproche de l'axe de rotation, elle va se mettre à tourner plus vite. Et vice-versa. Donc, si la masse s'éloigne de l'axe de rotation, elle va se mettre à tourner plus lentement. En plus de ça, vu que le moment cinétique est une quantité vectorielle, on ajoute un aspect directionnel à la conservation qui va être le fait que l'axe de la rotation est conservé et le sens horaire anti-horaire aussi est conservé. Donc, l'axe, c'est juste une ligne droite, mais avec le sens, on dit vers le haut ou vers le bas. Et ça permet d'expliquer plein de phénomènes intéressants qui sont la raison pour laquelle c'est si intéressant que ça de vous en parler. Donc, le premier, ouverture des bras des patineuses artistiques, en fait, se montre très bien pour illustrer qu'est-ce que c'est de manière très générale la conservation de la quantité de mouvement. Donc, je tiens à remercier l'École polytechnique fédérale de Lausanne qui a fait des vidéos qui sont vraiment les démonstrations qu'on aurait faites en classe. Donc, je disais qu'il nous manquait des choses, mais c'est vraiment exactement ça que je vous aurais montré. On a un petit tabouret tournant comme ça, on a des masques qu'on peut utiliser et on a absolument un étudiant que je prends comme cobaye pour faire ça. Donc, ça, c'est de ma job d'habitude. Je pousse la personne. Donc là, la rotation est assez lente. Puis on voit que dès qu'il ramène les poids vers lui, vers l'axe de rotation, ça accélère. Et en les ressortant, ça ralentit. Donc, les bras des patineurs artistiques, quand ils font des sauts, ils tournent très vite pour pouvoir faire leur rotation, vont rentrer ou ressortir leurs bras pour pouvoir arrêter par après. Ensuite, autre phénomène intéressant, donc on a aussi une roue de vélo, on n'a pas cette petite bébelle-là pour accélérer. En fait, vous allez voir une démonstration plus efficace que ce qu'on aurait eu. C'est que quand on change l'axe de rotation de la roue de bicyclette, donc initialement c'était à la verticale, et quand on la met à l'horizontale, ça fait tourner en fait dans le sens contraire. Là, je ne sais pas si vous le voyez vraiment bien, je vais revenir au début. Donc la roue de bicyclette se met à tourner vers l'extérieur par rapport à lui. Donc elle tourne comme ceci. Présentement, avant qu'il incline la roue, il y a de la rotation à la verticale, dans le plan vertical, donc un axe de rotation horizontale, mais il n'y a pas de rotation horizontale, donc avec un axe vertical. Quand il se met à incliner la roue,
il introduit de la rotation, en fait, il introduit de l'axe de rotation verticale, donc il introduit de la rotation dans le plan horizontal. Mais si au début, il n'y en avait pas, il faut annuler cette rotation-là. Donc là, la roue qui tournait vers l'extérieur de lui, je le mets comme ça. Donc la roue tourne vers l'extérieur de lui, ça fait une rotation comme ceci, où là, ce serait plus en avant, de son côté gauche à lui. Et c'est pour ça, pour contrer cette rotation-là, que lui va se mettre à tourner dans le sens contraire avec son tabouret pour venir annuler cette rotation-là qu'il a introduite. Quand il remet la roue à la verticale, il a enlevé la rotation du plan horizontal qu'il avait ajouté, donc il peut arrêter de tourner. Et il va se mettre à tourner dans le sens contraire quand il introduit la rotation dans l'autre sens. C'est une des raisons pour lesquelles les hélicoptères ont besoin d'un rotor sur la queue arrière qui vient pousser en fait à l'horizontale parce que les hélices créent de la rotation dans le plan. Les pales, j'aurais dire, plus qu'hélices, créent de la rotation dans le plan horizontal et sinon, sans le rotor de la queue de l'hélicoptère tourne en vrille et éventuellement crash. Donc, dans les films, quand vous voyez que finalement le rotor se fait détruire d'une manière quelconque, la raison pour laquelle l'hélicoptère entre en vrille, c'est parce qu'il reste de la rotation dans le plan horizontal qui n'est plus contrée par la force de l'hélice du rotor. Ensuite, le fait que l'axe de rotation doive être conservé, ça fait des choses vraiment étranges. Et avant de vous le montrer, je veux juste vous faire réfléchir à comment c'est plus facile d'être stable sur une bicyclette quand on va vite. C'est ça qu'on vient regarder, mais poussé à l'extrême. N'est-ce pas? Donc, cette stabilité-là que vous voyez, on va la repartir de zéro. Donc, on a la bicyclette, la roue de bicyclette juste normale, stationnaire. On lui donne une certaine vitesse. Et on peut couper un des deux supports. Et la roue est capable de se mettre à tourner. En fait, ce qui se passe, c'est que la roue ne veut pas tomber comme ça parce que ça introduirait une rotation dans le plan vertical. Donc, à la place, elle se met à tourner autour de l'axe. Puis là, ça devient un petit peu mélangeant. Il y a des expressions plus complexes qui sont possibles. Là, pour l'instant, ça reste un petit peu au stade, ça a l'air magique. Je vais vous laisser avec cette impression-là. Si jamais vous voulez regarder, étudier ça plus en détail, vous irez chercher l'effet gyroscopique. C'est une démonstration qui est très, très, très populaire partout parce qu'elle est quand même assez impressionnante. Vous pouvez donc remarquer qu'on a quand même créé de la rotation dans un autre axe. On va la regarder encore, c'est tellement fun. Et très, très, très impressionnant. Ensuite, commande vidéo que je ne regarderai pas au complet avec vous parce qu'il est juste vraiment trop long, mais que je montre habituellement en classe. Donc, le lien va être disponible sur Moodle. En fait, il est déjà disponible. C'est que le fait que la roue ici tienne vraiment facilement dans les airs, ça peut aider quelqu'un à soulever une roue si elle est en rotation. Et je vais aller chercher, donc ça c'est un channel YouTube Veritasium. La personne ici s'appelle Derek Mueller, je pense que j'ai pas son nom proche quelque part ici. C'est quelqu'un qui a fait des études en physique et en éducation, en fait, enseignement de la physique. Son doctorat est en éducation de la physique. Il est canadien et australien. Donc, des fois, ses vidéos sont faites à Vancouver, des fois, c'est fait en Australie. Et c'est des très, très bonnes expressions. Malheureusement, c'est en anglais. Mais si vous comprenez l'anglais ou que vous êtes capable de suivre des fois avec les sous-titres, ça vaut vraiment, vraiment la peine. C'est un excellent channel YouTube. Donc là, ce qui va se passer, il nous montre une roue. It is virtually... Qui ne sera pas capable de faire, de soulever très facilement. Et ensuite, avec la roue en rotation, Five, four, three, two, one, boom. I'm going to let go with my left hand. What you'll see is that the shaft remains horizontal.
Il est I capable see it going d'assurer around there. It très, almost très, looks très as though the beaucoup plus wheel is facilement. weightless. How does this work? Well, Donc, il y a plus d'explications. Là, c'est comme bon, tu le punch. Mais si vous trouvez ça assez fascinant pour prendre un petit 5 minutes dans votre vie, c'est une excellente vidéo à regarder. Et ce concept-là, qui s'appelle la précession gyroscopique, est toujours fascinant à regarder, même année après année, ça reste fantastique. Si vous voulez impressionner du monde chez vous qui sont tannés de regarder leur fenêtre, leur ordinateur, leur écran de télé, ça vaut la peine. Ensuite, autre principe intéressant qui est expliqué par la conservation de la quantité de mouvement, c'est le concept de chats qui retombent toujours sur leurs pattes. En fait, vous avez des photos qui en parlent à la section 12.4 du Benton, si ça vous tente d'aller regarder ça avec un texte de manière plus posée. Mais bien sûr, j'ai trouvé une vidéo qui l'explique. Donc, un autre de mes channels YouTube que j'affectionne particulièrement, qui est Smarter Everyday, qui est ici quelqu'un qui est en Alabama et qui travaille pour la NASA. Je me rappelle plus de sa job exactement, mais bref, encore là, quelqu'un d'assez convaincant dans ses explications scientifiques. Destin, welcome back to Smarter Every Day. So you've probably observed that cats almost always land on their feet. Today's question is why? Like most simple questions, there's a very complex answer. For instance, let me reword this question. Donc, encore une fois, je ne regarderai pas toute la vidéo avec vous, je vais juste vous montrer à quel point on voit bien ce qui se passe. Ça a l'air un peu cruel. Good. Ah, il vient de le faire. Je vais aller chercher le ralenti. C'est son chat va bien, il va fait mal, il s'est laissé prendre encore plusieurs fois, donc ça ne devait pas trop le traumatiser. Et c'est une excellente démonstration. Et il explique en détail tout ce qui se passe si ça vous intéresse d'aller regarder ça. Ensuite, un autre excellent channel de science sur YouTube, Minute Physics, qui explique cette fois-ci pourquoi est-ce que le système solaire, ou en fait n'importe quel autre grand système, incluant les galaxies dans l'univers, on parle aussi des anneaux de Saturne, je pense qu'il mentionne quelque part ici. Donc, plein de systèmes sont vraiment faits sur un plan horizontal, et c'est à cause de la conservation de la quantité de mouvement. Donc, je pense que ici, on parle de plein de choses. Donc, il faut rester dans ce plan. C'est plus difficile de vous montrer un extrait en particulier dans ce cas-ci, mais encore là, c'est une expression très intéressante. Et finalement, une vidéo sur l'effet de Coriolis, la force de Coriolis, vous avez peut-être entendu, c'est plutôt un effet qu'une force. On pourrait appeler ça une force virtuelle en physique. Pour le niveau cégep, je préfère parler d'effet un petit peu comme l'inertie, un petit peu comme la force centrifuge. En fait, c'est assez relié au concept de force centrifuge. Mais à l'échelle planétaire. Donc, ici, en fait, c'est les deux des channels que je vous ai présentés précédemment. Hey, it's me, Destin. Welcome back to Smarter Every Day. Here's the deal. I've created... Donc, Smarter Everyday et Veritasium. Ils ont fait 2 vidéos synchronisées, puisque je vous l'ai mentionné tantôt, Derek Muller est parfois en Australie. Dustin, je ne me rappelle plus de son nom de famille, est en Alabama, donc en Amérique du Nord. Donc, ils ont pu comparer la direction pour l'écoulement d'une piscine, en fait, pour vérifier est-ce que ça peut vraiment être dû à l'effet de Coriolis. Et plus loin dans la vidéo, il y a une explication de l'effet de Coriolis. Je vais essayer de chercher les places où je peux vous en parler plus particulièrement. Donc, l'idée, c'est qu'une masse qui est proche de l'équateur, une masse d'air qui est proche de l'équateur, a une vitesse plus grande parce qu'elle doit faire le tour de la Terre. Donc, ça, on le voit mieux quand on le montrait. Donc, une masse qui est proche de l'équateur doit faire tout ce tour-là. Et au fur et à mesure qu'elle se rapproche d'un des pôles, que ce soit le pôle nord ou le pôle sud, en se rapprochant, vu qu'elle se rapproche de l'axe, donc même si on y pense en termes de montée, en termes de nord ou de sud, ce qui se passe en 3 dimensions, c'est qu'elle se rapproche de l'axe, il n'y a plus de distance à l'axe rendu au pôle. Elle va devoir accélérer selon le sens de rotation de la Terre, et vice-versa, donc une masse qui partirait au pôle et qui s'en irait vers
vers l'équateur n'a pas cette vitesse-là, donc elle doit ralentir par rapport au reste du système. Donc l'explication qui est plus vers la moitié du vidéo est très très bonne, mais aussi une belle expérience de physique où ils ont testé ce concept-là avec une petite piscine de 6 pieds de large. On ne vous donne pas exactement toute l'explication des détails qu'ils ont fait, de tout le travail qui a été fait pour réaliser l'expérience. Par contre, Derek Muller, sur son channel Veritasium, en parle plus en détail. Donc, si jamais vous voulez chercher là-dedans, il mentionne tout ce qu'ils ont fait qui n'a pas fonctionné. Donc, un très beau vidéo sur la démarche scientifique. Je vais essayer de le retrouver et de vous le mettre sur Moodle pour vérifier comment ils ont dû essayer différentes choses pour leur expérience pour être sûr qu'ils trouvaient le bon phénomène. Et finalement, pas tant que ça relié à l'effet de Coriolis ou à quelque chose, un phénomène, disons, de la vie de tous les jours, même s'il y a bien des choses que je vous ai montrées qui ne sont pas de la vie de tous les jours. Encore avec Smarter Everyday, mais avec quelqu'un d'autre, s'il montre qu'un autre channel de physique. Cette fois-ci par rapport à un montage fait juste pour le plaisir de la chose, où on projette des jets d'eau et on fait tourner l'espèce de sprinkler et on se demande à quoi ça va ressembler. Donc, encore là, une belle démonstration de la conservation de la quantité de mouvement qui est expliquée vectoriellement, donc avec des vecteurs vitesse, ça fait que cet aspect-là est assez intéressant. Donc, plein de choses intéressantes à regarder si ça vous intéresse sur la conservation de la quantité de mouvement. Dans mon cas, ça reste qualitatif, donc je ne vous ferai pas faire de calcul avec L est égal à MVR. Par contre, ça pourrait se retrouver dans mes questions à choix multiples qualitatives dans les devoirs ou dans l'examen. Et c'est tout pour le chapitre 9.